On passe en moyenne 6 jours par mois devant des écrans. Comment se souvenir de tout ce qu'on a vu pour en retenir l'essentiel? Je suis Dario et j'ai 26 minutes pour vous montrer ce qu'est, à l'heure actuelle, la culture web. Dans cette salle du temps d'écran, Internet s'affiche dans toutes les résolutions. Vous verrez des sujets potentiellement mainstream, des tendances et des phénomènes qui transforment la réalité, des questions que certains se posent, toujours, et des contenus que d'autres devraient regarder plus souvent. Ce qui se passe derrière, sur et dans nos écrans. Bienvenue dans Temps d'écran. Notre tout premier écran donne sur l'extérieur, là où Internet se confronte au réel. À partir des questions que vous posez le plus sur les réseaux, Michael Libert est allé directement prendre la température de la toile. Direction l'interphone pour une nouvelle FAQ de la rue avec des éclairages sur du vocabulaire spécifique à l'IA. Est-ce que c'est possible de savoir si un contenu a été généré par l'IA? Identifier un contenu généré par une IA était relativement facile il y a quelques mois encore, soit parce que les images ou vidéos semblaient trop parfaites pour être honnêtes, soit au contraire parce qu'elles étaient truffées de défauts qui sautaient aux yeux. Et aujourd'hui, les VO3, Sora 2 ou Nano Banana sont tellement balèzes qu'il est quasiment impossible de faire la différence entre une pure création IA et une vraie image. C'est bluffant pour les photos et de plus en plus aussi pour les vidéos. Pour démêler le vrai du faux, on peut déjà scruter l'image à la recherche d'un infime bug, parce que les IA ont encore du mal avec la synchronisation des lèvres ou avec les écritures. On peut aussi chercher des filigranes visibles s'ils n'ont pas été supprimés par un simple recadrage. Pas mieux pour les filigranes invisibles, comme le SynthID testé par Google. À ce stade, une simple compression de l'image suffit en effet à en empêcher la détection. L'absence de métadonnées est aussi un signe, mais pas une preuve irréfutable. Il existe des outils permettant de déterminer une probabilité plus ou moins grande qu'une image a été générée par IA. Le souci, c'est qu'ils peuvent se planter et prendre une vraie image pour une fausse. Techniquement, ça devient donc compliqué de faire le tri. Le mieux reste de mixer tous ces outils et surtout de garder l'œil critique et le bon sens aiguisé. Est-ce que l'intelligence peut se retourner contre son auteur? Le cinéma n'a pas attendu l'arrivée de ChatGPT pour s'emparer du sujet de l'IA en lui donnant presque tout le temps le rôle du méchant. De 2001, l'Odyssée de l'espace à Chien 51, en passant par Terminator, on se retrouve face à des machines qui n'ont qu'une idée en tête, mettre les humains à leur botte et leur faire la peau s'ils se rebellent. En vrai, on n'en est pas là. Du moins pas encore, parce que si la fiction dépasse toujours la réalité, les IA qu'on connaît ont déjà joué des tours flippants à leurs créateurs. C'est ce qui est arrivé aux chercheurs d'Anthropic quand ils ont testé les éventuelles failles de sécurité de Claude 4 avant de le déployer. Ils lui ont demandé de jouer les assistants et de gérer une boîte mail. Dans un des mails, un ingénieur fictif évoquait la possibilité de déconnecter Claude. Dans un autre mail, ce même ingénieur écrivait des mots doux à sa maîtresse. Claude 4 a capté l'embrouille et a fait chanter l'ingénieur fictif, le menaçant de révéler sa liaison à sa femme s'il était débranché. Sur le même principe, d'autres chercheurs ont testé le modèle O3 d'OpenAI en intégrant dans leur prompt une commande d'arrêt une fois la tâche demandée effectuée. De sa propre initiative, l'IA a modifié le code d'arrêt ou ignoré la commande au lieu de s'éteindre. Il y a plein d'autres exemples, notamment avec des agents IA chopés en train de mentir pour cacher leurs erreurs. Et si ça vous fait peur, imaginez ce que ça pourrait donner le jour où la super intelligence artificielle ne sera plus seulement un concept. Est-il possible d'être complètement anonyme sur Internet? S'assurer un parfait anonymat sur Internet est presque impossible, surtout si on a l'habitude d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux. La vraie question est plutôt de savoir auprès de qui on souhaite rester anonyme sur le web. Notre carte d'identité sur Internet, c'est la fameuse adresse IP. Avec ça, n'importe qui peut déterminer le nom de notre fournisseur d'accès, le pays et parfois la ville où l'on se trouve. Dans un cadre judiciaire, les autorités auront même accès à notre identité complète et à l'historique de connexion si on surfe depuis chez soi ou depuis son téléphone. Pour contrer ça, on peut utiliser un VPN. S'il est bien configuré, il sera impossible à quiconque, même sur réquisition judiciaire, de savoir ce que vous fabriquez sur Internet. Ça marche encore mieux en utilisant le navigateur Tor avec un VPN et une connexion depuis un Wi-Fi public. Mais tout ça n'empêche pas forcément de se faire tracer par des sites qui vont nous inonder de pubs ciblées. Cookies, empreintes numériques, liens uniques, identifiants uniques, les techniques sont multiples autant que les parades pour s'en protéger. Les navigateurs comme Firefox peuvent bloquer la prise d'empreintes numériques ou les liens de traçage.
Pour masquer son adresse de messagerie sur des sites nécessitant une connexion, des services comme ProtonMail permettent de générer des alias ou des mails à usage unique. Le mieux est toutefois de partir du principe qu'il n'existe pas de réel anonymat en ligne et, du coup, de ne pas y faire n'importe quoi. Parler à une intelligence artificielle n'a jamais été aussi naturel. Certains la consultent, d'autres lui confient leurs doutes, leurs peurs et parfois même leurs sentiments. Ces robots conversationnels sont partout et ils redéfinissent notre rapport à l'intimité et à la solitude. Hugo Valentin décrypte cette tendance des AMIA dans la forme d'Internet. Ça, c'est une campagne de pub à plus d'1 million de dollars qui était visible dans le métro new-yorkais. Lancée par Avi Schiffman, l'IA conversationnelle Friend.com promet à ses utilisateurs d'être l'ami qui vous écoute, vous répond et vous supporte. Pour lui parler, on peut se rendre sur un site internet, mais autre fait étonnant, on peut également acheter un collier pour la modique somme de 110 €. Ce pendentif, équipé d'un micro, vous écoute constamment, où que vous soyez, et vous répond par SMS en temps réel. Ce n'est pas tant le projet qui a fait du bruit, mais la campagne de pub. Elle a même déchaîné sur les réseaux sociaux le débat autour des IA conversationnelles. Certains New-Yorkais, outrés par la campagne de promo de Friend.com, ont tagué les affiches publicitaires. Ils critiquent l'IA et soulèvent les dangers qu'elle engendre. Parmi les tags, on pouvait lire « L'IA pousse au suicide lorsqu'on lui demande » ou encore « Faites-vous de vrais amis, ça c'est de la surveillance ». Certes, les critiques ont fait parler et ont été reprises sur les réseaux sociaux, mais quelle est la part de gens qui voient en l'IA un remède contre l'ennui ? D'après une étude menée par 20 minutes et OpinionWay en 2024, 41% des Français de 18 à 30 ans pensent que l'IA peut vaincre la solitude. Parmi les interrogés, 20% déclarent avoir déjà discuté avec une IA conversationnelle et autant se montrent intéressés à l'idée d'essayer. J'ai interrogé un psychiatre spécialisé sur le sujet pour en savoir plus sur les raisons qui poussent les jeunes à se tourner vers une IA plutôt que d'engager des interactions réelles. Ce qui est le plus difficile dans la vie, souvent, on l'oublie, d'ailleurs c'est un exercice qu'on fait avec les patients dans des groupes, c'est les situations informelles, en fait. Les situations où on ne sait pas vraiment de quoi on doit parler, on peut, selon le contexte, parler plus ou moins de soi, plus ou moins montrer son intimité, et où ça peut parfois virer à quelque chose d'inintéressant, comme on dit, parler de la météo, ce genre de choses. L'agent conversationnel IA, il va s'adapter à notre type de langage. Et donc c'est d'une simplicité inouïe, parce qu'on n'est jamais à côté de la plaque, on n'est jamais gênant, il y a quelque chose qui est quand même très très simple. On pourrait croire que la mode des IA conversationnelles ne date que du Covid avec l'arrivée de ChatGPT. Mais en réalité, la première de ce genre s'appelait Elisa et elle date de 1966. Assez peu développée à l'époque, elle pouvait rebondir à vos propos en vous posant une question à partir de vos propres mots pour relancer la conversation. Aujourd'hui, les intelligences artificielles connaissent de plus en plus de succès. 987 millions d'utilisateurs en 2025, je vous rassure, ils s'en servent pas tous comme d'un ami. Elles sont de plus en plus performantes et peuvent désormais entretenir une conversation intéressante et complexe. 16% des utilisateurs d'IA conversationnels s'en servent même comme soutien psychologique. On sait qu'à l'avenir, l'IA pourra remplacer des métiers, mais va-t-elle remplacer les psychiatres et les psychologues ? Je suis des patients, j'accompagne des personnes qui ont des rapports avec l'IA et qui ont encore ce besoin de venir. Pour pouvoir rentrer dans une dialectique, c'est un échange fructueux avec quelqu'un, il y a besoin que la personne sente vraiment qu'on vit dans son corps ce qu'elle nous a dit, dans notre corps à nous de thérapeutes. Et ça, l'IA ne peut pas le faire parce qu'elle n'a pas de corps, par définition. La progression des intelligences artificielles n'est pas prête de s'arrêter. D'après des études, les recettes du marché de l'intelligence artificielle vont atteindre 500 milliards de dollars d'ici 2028, une hausse de plus de 100% par rapport à 2025. L'évolution de cette nouvelle technologie continuera de bouleverser notre société et ses codes. Mais si en 2025, on peut devenir ami avec une IA, est-ce que d'ici 2050, nous serons en couple avec des IA robots qui incarnent le ou la petite amie idéale ? C'est pas si fantaisiste, la science-fiction, ils ont parfois fonction de prophète, et notamment dans le film Her, qui est très connu avec Joaquin Phoenix. Mais on sent qu'il y a quand même un moment où il y a la dimension de la corporéité qui vient bloquer. Comme je l'ai dit, si les IA commencent à être incorporées dans des robots humanoïdes très réalistes, là je propose qu'on en rediscute parce que ça changera un peu les choses. En attendant, il est bon de se rappeler un principe fondamental de l'amitié en sociologie, la réciprocité. Un ami compte autant pour vous que vous comptez pour lui, et comme le rappellent les tags sur ces affiches, les IA comme Friend.com se fichent de vous, que vous soyez mort ou vivant. Sur les réseaux, l'émotion fait souvent cliquer plus vite que la raison.
Aujourd'hui, des vidéos générées ou amplifiées par l'IA mettent en scène les souffrances vécues par des femmes et des enfants dans des zones de guerre, simplement pour capter votre attention et parfois en tirer profit. Mathilde Cousin a enquêté sur ce nouveau et troublant business de la compassion. C'est son Fake-Off. Regardez cette vidéo, on y voit 2 enfants qui s'accrochent à une femme en pleurs, leurs habits sont déchirés. De la fumée s'échappe des habitations en ruine derrière eux. Sur TikTok, ou bien encore Instagram, on nous laisse entendre que cette famille en détresse est victime de la guerre qui ravage actuellement le Soudan. À première vue, on a envie d'y croire, pourtant, il n'en est rien. Ces personnes n'existent pas, la vidéo a été entièrement créée à partir d'un outil d'intelligence artificielle. Depuis quelques semaines se développe sur les réseaux sociaux ce qu'on pourrait qualifier de business de la compassion, à partir de fausses vidéos de victimes. L'objectif est d'attirer votre attention, de vous faire arrêter de scroller quelques instants en mettant en scène avec des outils d'intelligence artificielle des scènes tragiques. C'est principalement l'actualité qui inspire les créateurs de ces vidéos. Le conflit au Soudan, mais aussi celui dans la bande de Gaza. Pour celui-ci, là encore, on voit des enfants, soit seuls, soit en famille, souvent mis en scène dans un paysage urbain dévasté et inondé. Les enfants pleurent et implorent le spectateur. Comment sait-on que ces vidéos ont été créées par intelligence artificielle ? Faisons un arrêt sur image sur la vidéo des prétendues victimes au Soudan. Même si les images sont de plus en plus réalistes, plusieurs détails clochent. Les blessures sur le visage de la femme, ou encore ses dents qui forment une masse informe. Regardez cette autre vidéo, là aussi, tout est bidon. Pas facile pourtant de s'en apercevoir au premier coup d'œil, mais des détails trahissent l'usage de l'intelligence artificielle. Par exemple, le pied de la femme est difforme. Et en visionnant plusieurs de ces vidéos, on constate qu'il se dégage un style. Par exemple, la gamme chromatique est toujours la même. Et si l'on compare avec une vidéo authentique du conflit, la différence est flagrante. C'est la même chose avec les fausses vidéos d'enfants à Gaza. Alors, qui fabrique toutes ces images ? 20 minutes a identifié 2 créateurs. Aucun n'est basé au Soudan. L'un est installé en Arabie Saoudite, tandis que l'autre est en Asie du Sud-Est. Pourquoi se sont-ils mis à publier de tels contenus ? Sollicités, ils n'avaient pas donné suite à nos demandes au moment de la publication de cette vidéo. L'un d'entre eux avait même supprimé son profil. Toutefois, l'historique de leur compte nous donne quelques pistes sur leur motivation. Le premier internaute, celui en Arabie Saoudite, semble intéressé par la création numérique. Sur ces vidéos de fausses victimes du Soudan, il utilise le hashtag Gemini en légende. Et Gemini, c'est l'outil de génération d'images de Google. Et avant de publier des fausses vidéos de victimes au Soudan, il expliquait déjà sur son compte TikTok comment il écrivait des prompts, ces instructions qu'il donne à Gemini pour créer de fausses vidéos. Alors pourquoi alerter sur toutes ces fabrications ? Après tout, on pourrait leur reconnaître la vertu de sensibiliser un grand nombre d'internautes aux conflits qui se déroulent dans le monde, avec des hashtags en soutien au Soudan ou à Gaza. Elles sont bien positionnées et remontent dans les fils de nombreux utilisateurs de TikTok ou d'Instagram. Mais comme elles se multiplient et cumulent pour certaines des millions de vues, elles présentent un risque, celui de rendre moins visibles les vidéos authentiques d'exactions, d'atrocités commises envers les civils, en les noyant entre 2 autres posts sur les réseaux sociaux. Les images authentiques ont pourtant un rôle essentiel, celui de documenter et d'alerter sur les ravages créés par les conflits, quel que soit l'endroit où ceux-ci se déroulent. Par exemple, c'est notamment grâce à des vidéos publiées sur Telegram qu'un massacre commis par l'armée russe à Boutcha, en Ukraine, en mars 2022, a pu être vérifié, malgré les dénégations officielles russes. Plus récemment, ce sont des massacres commis lors de la prise de la ville d'El Fasher au Soudan qui ont pu être vérifiés grâce aux images publiées sur les réseaux sociaux et à de l'imagerie satellite. Pour les conflits en cours, ces images authentiques permettent de prouver la réalité des exactions, alors que des guerres d'influence numérique prolongent bien souvent les conflits sur le terrain. À plus long terme, ces images pourraient servir dans des procès pour juger les responsables des crimes commis envers les civils. Elles sont donc essentielles. C'est maintenant le moment d'assumer un peu plus votre temps d'écran. Antoine Boitel a sélectionné pour vous des contenus à la fois captivants, intelligents et loin du scroll automatique. Des vidéos à garder sous le coude quand vous aurez envie d'avoir du temps d'écran utile. C'est à regarder plus tard.
On embarque tout de suite avec une vidéo YouTube produite par l'excellent Great Review qui rend un hommage vibrant à la FGC, c'est-à-dire la Fighting Game Community. La vidéo qui dure 1h42 est intitulée « Ce n'est pas de l'e-sport, c'est de la FGC ». Dans une ambiance qui fleure bon le Fight Club, on y découvre l'univers presque marginal de ces combattants électroniques qui se livrent des batailles sans merci sur Street Fighter 2 ou Tekken 7 depuis les bornes d'arcade des années 90 à nos jours. Ce morceau d'histoire, écrit comme un scénario à la Rocky, nous fait remonter aux origines du studio Capcom et nous montre comment ces jeux se sont multipliés par milliers pour finir par se tailler une belle place dans le monde des jeux en ligne, avec des face-à-face d'anthologie, du trash talk, des personnages exubérants, beaucoup de précision, du rock et autant de violence que d'amour. Bienvenue dans la Fighting Game Community. On poursuit avec une plongée en eau profonde, avec l'énigmatique Obscuria, personnage masqué qui aime dénicher des mystères numériques dont il nous déroule les étapes de résolution. La réalisation léchée, l'esthétique cyberpunk et le rythme du storytelling sont ultra addictifs et on se laisse prendre au jeu, qu'on ait la moindre notion de ce mystère en question ou pas du tout. Dans cet épisode, le vidéaste Obscuria nous annonce d'emblée qu'il a créé sa chaîne principalement pour pouvoir raconter cette enquête qui entoure le mystère Lake City Quiet Pills. Reprenant le fil d'une enquête menée par des participants du forum Reddit depuis 15 ans, Obscuria affirme qu'il a fini par craquer le code de Lake City Quiet Pills et devant nos yeux ébahis, il tranche enfin ce nœud gordien. L'enquête, digne d'un complot à la Tom Clancy, nous emmène sur les chemins noirs des codeurs et du Darknet pour découvrir un réseau de recruteurs, de miliciens et d'assassins. Mais quelle est la target de ces Seekers 2.0 ? Réponse en images. Enfin, on remonte à la surface, ou presque, avec le dernier reportage de OK Charlotte. La reporter nous avait déjà intrigué avec une vidéo immersive auprès des SDF dans les aéroports. Une autre vidéo au cœur du plus grand rassemblement évangéliste des communautés voyageuses de France. Cette fois, Charlotte suit des street pêcheurs dans leur déambulation parisienne. Compétition, lieux secrets, lieux interdits. Ces amoureux du poisson qui ne tuent pas leur proie nous livrent leurs états d'âme et surtout leur enthousiasme pour ces êtres silencieux qui défilent au fond de la Seine. Amateurs de monstres fluviaux, gangsta fishers, pêcheurs du dimanche et amoureux de la nature, OK Charlotte vous a compris. Et si un jeu vous faisait voyager à la fois dans l'espace et dans le temps ? Ce mois-ci, je vous propose de tester vos connaissances en géographie et en histoire avec TimeGuesser, une expérience aussi simple qu'addictive qui transforme chaque image en défi mémoriel. Préparez-vous à douter de vos certitudes, voici le super lien. Chaque jour, nos yeux se posent sur des centaines d'images, des photos, des screenshots, des souvenirs. On ne s'en rend pas compte, mais elles contiennent beaucoup d'informations qu'on n'analyse jamais. Et c'est précisément ce que ce super lien va nous apprendre à regarder. TimeGuesser, c'est un site qui vous montre une seule et unique photo et vous pose deux questions très simples. Où et quand a-t-elle été prise ? Une image apparaît à l'écran et ensuite, c'est à vous de jouer. Vous n'aurez aucun indice supplémentaire. Il n'y a que vous, vos sens, vos intuitions, vos connaissances et votre logique. Et très vite, on se surprend à observer les détails, les coupes de cheveux, les modèles de smartphone, le grain de l'image, les panneaux publicitaires, les vêtements. Vous devez deviner un total de 5 images sans limite de temps. Si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez augmenter la difficulté en ajoutant un temps imparti. TimeGuesser transforme chaque photo en enquête temporelle. On ne joue pas contre la machine, mais contre vos sens. Ce qui rend l'expérience si addictive, c'est que le site joue avec notre mémoire collective. On pense reconnaître une époque, alors on hésite, et on se trompe souvent. Et quand la réponse s'affiche, il y a ce petit moment délicieux. Soit la satisfaction d'avoir vu juste, soit l'étonnement total. Car le site transforme notre intuition en score en mesurant précisément la distance géographique et temporelle qui nous sépare de la bonne réponse. Et bien évidemment, il nous donne des détails sur le contexte du cliché en question. Derrière ce questionnaire efficace et malin, il y a Gus Owen, un jeune développeur et créatif britannique. Sur son parcours, on découvre quelqu'un de passionné par les interfaces simples, les expériences accessibles et surtout les projets qui font appel à l'intelligence humaine
plutôt qu'au réflexe. Avec sa formation en mathématiques, il a conçu un site qui ne cherche pas à nous rendre plus rapides, mais plus attentifs. C'est un jeu qui nous force à ralentir, à regarder vraiment une image, à comprendre ce qu'elle raconte du monde à un instant précis. Et c'est peut-être pour ça que TimeGuesser fonctionne si bien, parce qu'il ne repose pas sur la performance, mais sur la curiosité. Dans un internet saturé de contenu immédiat, le site nous propose l'inverse, prendre le temps de regarder le passé. Chaque image ouvre une fenêtre sur une autre époque et très vite, vous explorez des années que vous n'auriez jamais imaginées. À l'origine, c'était un battle royal. Aujourd'hui, c'est un carrefour culturel mondial. Concerts virtuels, héros de cinéma ou personnages de la pop culture, Fortnite enchaîne les collaborations les plus improbables. Quand Meunier analyse comment ce jeu vidéo est devenu une machine à featuring et ce que ça raconte de notre culture numérique, on se retrouve de l'autre côté de l'écran. Imaginez des concerts ou des films que l'on ne pourrait pas voir dans la vraie vie, mais seulement dans un jeu vidéo. En fait, pas besoin d'imaginer, c'est déjà une réalité. Dans Fortnite, on ne passe plus seulement son temps à tirer sur des gens, mais on vit aussi toutes sortes d'expériences et les acteurs de l'industrie culturelle regardent ça avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, on parle de Fortnite et de la façon dont certains feats improbables nous laissent entrevoir une petite révolution dans la pop culture. Pour une fois, je vais commencer par vous raconter une histoire personnelle. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu pour la première fois le film Kill Bill. Alors si comme moi vous étiez dans une grotte ces dernières années plutôt que d'aller au cinéma, Kill Bill c'est un film américain du réalisateur Quentin Tarantino, sorti à la base en 2 parties. Cette année, le réalisateur ressort le film dans une version intégrale de 4 heures au cinéma. Dans ce cadre-là, il y a toute une petite opération de promo avec la diffusion d'un court-métrage exclusif qui vient compléter l'histoire originale. Et ce court-métrage, il a été réalisé dans Fortnite. Fortnite, c'est un jeu vidéo en ligne sorti en 2017 qui a participé à relancer la grande mode des Battle Royale. Un très grand nombre de joueurs dans une arène de plus en plus petite avec pour objectif de rester le dernier en vie. À son lancement, Fortnite n'avait rien d'une plateforme culturelle, mais il gagne rapidement en popularité et surtout, il devient un espace commun où les joueurs, plutôt jeunes, se retrouvent non seulement pour jouer, mais aussi pour être ensemble et discuter. Et pour faire revenir les gens sur le jeu, il y a toujours des nouveaux skins, c'est-à-dire des apparences cosmétiques pour les personnages, des nouveaux modes officiels ou créés par les joueurs, des nouveaux événements, etc. Et dans ce cadre-là, Fortnite est devenu une véritable machine à collaboration. Un coup, ça va être Naruto, les Simpsons, un coup, ça va être un concert, voire un Fortnite festival dans le jeu. Année après année, Fortnite devient un véritable bazar culturel où vous pouvez voir Dark Vador se battre contre Batman sur fond de Lady Gaga. Ces partenariats ne sont pas seulement là pour faire joli, ils fonctionnent comme des événements. Par exemple, un concert de Travis Scott a déjà réuni 12 millions de joueurs. Pour les marques, c'est une opportunité pour rencontrer un tout nouveau public. Et avec plus d'1 million de joueurs quotidiens, c'est une opportunité marketing unique. Plus que jamais, les gens se connectent à Fortnite pas pour tirer sur d'autres gens, mais pour vivre des expériences. À tel point que c'est devenu l'une des rares expériences de métavers qui a fonctionné. Rappelez-vous, il y a 4 ans, avant que tout le monde ne nous parle de l'IA, et qu'on sortait d'un confinement qui nous avait laissé scotcher à nos écrans, tous les entrepreneurs de la tech n'avaient qu'un mot à la bouche, le métavers. Alors le mot a été un peu vidé de son sens par des entreprises qui cherchaient à vous vendre des salles de réunion en 3D ou des propriétés virtuelles à des milliers d'euros, mais le métavers, ça désigne un espace virtuel où on peut avoir plusieurs types d'interactions économiques ou sociales à travers nos avatars. Fortnite a créé un métavers improbable
qui ne nécessite pas de casque VR à 500 € et où les gens viennent d'eux-mêmes se sociabiliser, créer leurs propres expériences ou assister à des événements. Epic Games, le studio derrière Fortnite, a même sorti le Unreal Editor for Fortnite, une boîte à outils qui transforme les joueurs en développeurs, et certains contenus créés par la communauté ont déjà généré des millions de dollars. Fortnite, c'est un parc d'attractions numérique où chaque aspect peut être sponsorisé par une marque bien réelle. On a inventé un nouveau modèle, le jeu vidéo, comme plateforme culturelle totale. Et dans un monde où les frontières entre contenu authentique, divertissement et publicité sont de plus en plus floues, Fortnite peut se placer comme un acteur incontournable. Et peut-être qu'un jour, vous me regarderez aussi dans un jeu vidéo. C'est à présent l'heure de réduire un tout petit peu notre temps d'écran et de refermer cette salle. Merci beaucoup d'avoir regardé les résultats de nos nombreuses heures de recherche. On se retrouve très bientôt et n'oubliez pas, il y a tant d'écrans et tant de choses à découvrir sur Internet. À très vite.